L'islam, est-ce un fantasme reformaté à l'instar de toute religion? La théorie redéfinitionniste, s'appuyant sur ce qu'elle a reconstruit comme matière reprogrammatique, après avoir déconstruit l'antidéfinitionnalité, a démontré que la religion, qui est avant tout un processus de dérupiniontisation par désanimalisation formelle, donc un dispositif de travestissement du profil réel, tant contesté par le sujet en posture de culpabilisation, en raison de son caractère anti-rémunérateur et conflictualisant. Cette religion n'est qu'une prothèse semi-fantasmatique, semi-pratique, mise en place par l'appareil sauvegardiste. L'association du fantasmatique et du pratique étant une approche constitutive du mode d'être du vivant, avec variation de l'intensité d'un individu à l'autre. Sachant que déjà, chez le savant le plus désentravé, qui est forcément un type SBC, intellectuellement plus outillé et plus analytiquement confronté au phénomène, mais pas forcément à lui-même. Chez ce savant persiste tout de même un processus fantasmatique qu'on peut taxer de préformé. Donc, qui se présente sous forme de brouillon ou varia, situé dans le champ préélaboratif. Ce champ préélaboratif, qui n'a rien de commun avec l'inconscient freudien, qui ne peut prétendre d'ailleurs à nulle existence réelle, ce champ semble avoir été auto-inventé par l'organisme à l'effet d'établir une passerelle entre le biologique pur et le psychologique, qui n'a de raison d'être que par la biologisation, devenue logiquement une biopsychologisation. À savoir que l'intensité de la jouissance fournie par le fantasme est plus intense que celle fournie par le réel et la réalisation, donc la procédure visant à imposer le réel. Le réel et la réalisation étant des éléments si éprouvants pour le cerveau et que ce dernier fait tout pour contourner. Disons qu'à l'échelle de la sexualité comme mode hyper illusionnant, donc comme mode trompeur en usant de schématisation spécifique au service exclusif de la procréation, par exemple, le fantasme s'estime être un phénomène mystificateur, catalyseur, donc qui mystifie le sujet afin
de mieux le susciter. Sachant que dans le domaine de la sexualité, le semi-travesti suscite plus d'érogénie que le non-travesti intégral. Et ceci du fait de deux facteurs coalescents. L'effet de la découverte attendue et la perspective du surgissement d'une nouveauté au sein du même organe sans l'altérer. Nouveauté que le sujet sait d'avance, non nouvelle. Donc, qui apporte à la conscience les mêmes effets qu'une nouveauté sans qu'elle n'en soit une. Je marque ici une pause pour reprendre cette notion de processus de déripigmentisation, œuvre indéniable de l'appareil sauvegardiste, et ceci afin de l'expliciter. En somme, l'évolution de l'homme à travers l'histoire biologique et l'histoire tout court comme histoire pure du temps pur semble être entraînée par la fuite devant les phases de son développement organismique qui lui inspire le dégoût propre à l'animalité. Ainsi, plus il force son évolution, plus il est convaincu de s'évader loin des phases animales, surtout celles physiologiques. Quoique l'obsession de rechute dans ces phases le talonne sans répit et le pousse à lutter contre cet héritage euchorantissime tout en lui servant de délimitateur entre ce qu'il a réalisé en matière d'auto-purification et ce qu'il n'a pu encore réaliser. Intimement lié à la morale hygiénique, ce processus semble piloter l'homme vers une station où il renoncerait à sa propre constitution biologique au bénéfice d'une entité non biologique. Sachant que ce rêve d'auto-purification absolue, qu'a adopté l'aspect mystique de la religion, notamment celle chrétienne, a fini par lui insuffler la notion de transfiguration, synonyme de renonciation radicale à la structure physique au profit d'une non-structure magique. Donc d'un corps immatériel et très précisément fait de lumière. D'où l'on constate en définitive que ce sujet a foncièrement préféré le lumineux le plus imprécis et non fonctionnel qui soit au physiologique semi-animal et non fonctionnel. Finalement, et dans tous les cas, le fantasme contribue à supporter le poids du réel et à purifier ce dernier pour lui conférer sa forme finale de réel aspirant à l'absolutisation. Donc, à la finalisation du projet absolu. Paradoxalement,
l'absolutisation semble représenter pour le plaisir une mort certaine en raison de la disparition fatale du facteur dualisant, donc le facteur de la dualité qui dualise, qu'elle provoque de par sa finalisation absolutisante, forcément fondée sur la victoire d'une seule partie. L'absoluité comme exclusivité d'elle-même, dès lors dénaturant les objets, les événements et les faits qu'elle absolutise par elle-même. Donc qu'elle subsume la substantialité et le sens, tout en se subsumant, étant constitutivement auto-constitutive. À propos d'absolutisation destructiviste, technique intégrée au processus naturel surénergétiquement catalysé, j'insère qu'en France, la Tunisie, ses protecteurs et complices, endurant des décennies, nuit et jour, sans relâche, absolutiser la notion de crime radical et impuni contre moi. La radicalisation du crime comme phénomène inconnu du monde animal, de celui micro-organismique, de celui végétal et de celui inorganique. Cette radicalisation est ce par quoi une volonté en action brigue l'anéantisation atomique d'un ennemi considéré comme un obstacle vivant qui entrave ses politiques cadrales optimales. Notons que le qualificatif cadral est relatif au cadre d'équilibre. Sachant que la cadralisation est le phénomène où l'on constate la volonté d'atteindre le plus haut niveau de performance quotientique, psychotechnique, etc. du sujet luttant contre la disparition. Puisque cette cadralisation décide de la survie du sujet au sein d'une menace vidique double, mais si invincible au point qu'on peut qualifier ce vidique d'entité la plus puissante et la plus destructive de l'univers, donc de championne antimatière et antibiologique décisive. Il va sans dire qu'en France, durant plus de 40 ans de séjour infernal, ont été employés contre moi tous les moyens parallèles de la vidisation relative. Donc, mis en œuvre par des organismes vivants pour néantiser d'autres organismes vivants rivaux. D'où la mobilisation de tout ce qui bouge. Les voyous, les fous, les escrocs, les sans-papiers, toutes les origines ethniques, etc. J'évoque la totalité démographique apostée en guise de police politique et de milices parallèles massives. De ce fait, on peut aisément qualifier ces bourreaux organisateurs d'entités fascistes, participativistes, hors pair, qui assument les processus décadralisants et vidisants
selon la règle de l'optimalisation de l'impact à l'effet d'octroyer au vide la part territoriale de la matière. Là où le processus matérialisant se voit minoré, puis dissimé par son antithèse, en rappelant que la victoire comme la défaite sont régies par des paramètres qui en font ce qu'elles sont. Ainsi, pour récupérer le sillage du fantasme, en évaluant la vie globale d'un sujet, on s'aperçoit qu'il a plus vécu par le fantasme que par le vécu méthodique du réel, donc par la réalisation. D'où l'on se demande si le fantasme n'était pas le facteur le plus déterminant dans la purification de l'ensemble mixte fantasme réel en direction d'une unipolisation de pôles uniques, d'ailleurs non réalisable hors robotisation. Donc hors une seconde robotisation. Sachant par ailleurs qu'il s'agit d'une invention paradoxale de l'appareil sauvegardiste, briguant la primauté de l'organisme par un autre facteur irrationalisant, mais éternisant. L'éternisation étant le propre du répertoire illusionnant sauvegardiste. Certes, cet appareil sauvegardiste que par ailleurs mes bourreaux globaux, la Tunisie, ses protecteurs et complices, population en tête, ont historiquement utilisé dans sa version la plus déprédatrice contre mes modes d'être à moi et au monde du moi, du monde en moi et en soi, comme unique soi du même soi. Donc ce mode est réputé pour opérer dans une optique éternisante. Donc suivant une propension paradoxalement illogique où la nature elle-même use à souhait du leurre fantasmatique et renforce le concept dual mensonge-automensonge chez le sujet afin de préserver coûte que coûte l'organisme biomental et ses cadres d'équilibre. Cet appareil le fait en faisant entre autres mentir ce sujet à lui-même, notamment afin de transcender les deux incursions vidiques typiques, celle interne et celle externe, qui suit tout présent au sein de l'espace-temps comme produit de lui-même en tant que hasard advenu par le simple hasard dont l'autopsie peut s'étaler des milliards d'années sans déceler autre chose à propos de son origine que sa génération par le hasard en tant que dynamique la plus hasardeuse et la plus créatrice de donnes à apparence non hasardée. D'où, à ce niveau, exclure a priori l'hypothèse de plan préalable, qu'il soit divin ou autre. Je signifie donc le plan structuré par une intention donnée et fondé sur la présence de deux facteurs. Un planificateur absolu déjà en soi, et ensuite par ce qu'il opère,
et une matière planifiable et dans le contexte magique rematérialisable, donc susceptible de subir une transformation en direction d'une matière de texture nouvelle. Sachant que la rematérialisation, donc la reformulation génétique de la matière, est en soi la démarche la plus inaboutie en raison de l'unicité essentielle de cette matière. C'est vrai que l'intentionnalisation extranaturelle, c'est-à-dire l'attribution d'une intention à un planificateur magique ou divin, hors projet, autoprojet naturel, est un mythe colporté par la SBC pour deux raisons. Je signifie primo ses vertus déstressantes, où le sujet se sent comme pris en charge par la force métaphysique centrale, centralisante, et secondo, la volonté de justifier le caractère planéiste de l'univers, de plan préalable, avec possibilité de réorganiser la pyramide biomentale selon des options psycho-idéologiques diversifiées, où les notions de systémisation, de bourgeoisisation et en arrière-plan de SBCisation mènent le jeu existentiel et régente lois et rapports. D'où la sanction sévère de tout état psychologique et de toute démarche qui n'y s'inscrivent pas. En effet, la forclusion d'un plan préalable, donc l'inexistence d'un tiers sensitivement planifiant, structure le développement logique de l'existant ainsi que celui de l'inexistant comme simple donnée dualisante vide de matière, selon un paramétrage où si le non-existant existait, l'existant matériel n'aurait pu ni exister ni continuer. Bien qu'à l'échelle évolutionnaire, il existe des plans génétiques et consubstantiels limités qui d'ailleurs, de par leur évolution et leur nature adaptative, infirment méthodiquement la notion de plan préalable. Ils le font surtout du fait de leur surgissement toujours contextuel, régi par les exigences développementales d'entités et de situations nées d'autres entités et d'autres situations. Comme il se doit, au sein d'un processus où les notions de début et de fin ne sont pas seulement admissibles par la raison du fait de leur pertinence topico-temporelle, mais par l'intuition répétitive en tant qu'intuition raisonnée en demeurant intuitiviste. En demeurant intuitiviste. Sans équivoque, en raison de leur statut de plan contextuel historique hyper forcé et né logiquement de l'impossibilité d'intercession divine en quoi ce soit, ces plans infirment l'idée d'un Dieu créateur.
Je spécifie un Dieu créateur obligatoire pour un univers ou un objet existant. Nous pouvons germer que dans un cerveau incapable de concevoir la notion d'être et de ne pas être, dans l'absolu, par l'absolu, à travers une attitude analytique absolue, du type imaginer l'inimaginable et appréhender sensitivement le non appréhendable. Mais surtout être capable de reconnaître cette inaptitude et reconnaître le vice majeur du cerveau de déformer les zones dont les mécanismes dépassent ses moyens analytiques. Dès lors, ces plans génétiques ne sont que des plans internes continuateurs, ni plus ni moins. La continuation est au sein du processus évolutionnaire porteuse du sens même de la continuité, même limitée. Donc, du déroulement obligatoire au sein de situations où un phénomène ou un objet sont là, donc, ont intégré leur propre histoire de continuateur, auto-continuateur. Quant au non-étant, pour n'avoir pas été avec ou sans possibilité d'être, il marque son utilité par rapport à la formulation du vivant dans un milieu où la présence conceptuelle de ce non-étant est uniquement ressentie. Exclusivement ressentie. À savoir que les deux catégories de religieux, ceux institutionnalisés, engagés et rémunérés, et ceux religieux non rémunérés, donc semi-instinctifs, semi-organisés à une échelle limitée, donc en situation de relâchement relatif, ces deux catégories tirent profit des ravages du stress opéré dans le cerveau tiers. Ils tirent profit des ravages du stress, à la fois en vendant aux stressés les recettes de déstressage, selon des formules commerciales ou psychologiques magifiées dans le fond, mais raisonnées dans le rapport économique. Et en les maintenant sous la coupe d'un système donné où leur néo-automatisation est accélérable en fonction de deux éléments. J'évoque le taux de stress et l'efficacité des outils mis en place par ce système pour fausser le réel au bénéfice d'un non-réel sédatif, donc forcément reformaté. Donc adapté à un format corrélativement élaboré par les effets vidiques fulminants et la ruse organisante native des processus expérimentaux et pédagogisants, donc créateurs de pédagogie, où l'État, comme prothèse organisationnelle la plus active et la plus influente de la tête de pyramide biomentale, gère complètement les mécanismes. À noter que le processus de défragilisation est logiquement concomitant au processus vidique et semble être à l'origine non seulement de l'élaboration de la forme, qu'elle soit vivante ou inorganique, mais à l'origine de la volumisation, donc l'augmentation du volume avec l'intention absolutisante, donc avec l'intention de pousser ce volume vers l'infini de la forme.
vers l'infini de la forme. Sachant que l'histoire de la formation de la ruse et du savoir-faire semble mettre en exergue deux activateurs inégaux gérant l'élaboration et la finalisation d'une technique. L'effet pressant des Védiques et un effet interne à l'œuvre en question. À titre d'exemplification, et l'exemplification est ce par quoi la conscience en posture d'insuffisance biotechnique tente de formiser l'apport des sens. À titre d'exemplification, durant des décennies, nuit et jour, sans bonasse, en France, la Tunisie, ses protecteurs et complices, population fasciste en pointe, ont appliqué à ma vie, pré-fragilisée soit-elle, les filtres optimaux de la fragilisation. J'enregistre une approche qui commence par l'inconfortisation sensitive poussée et finit par la déformisation décisive. Donc la perte de forme du fait d'une action efficiente externe. À noter que la fragilisation réussie est ce par quoi les Védiques triomphent de la forme, qu'elle soit biologique ou inorganique. Par conséquent, des procédés de vidisation technique voulus absolus se sont au sein de ce processus à côté contre des techniques subsidiaires censées faciliter l'accès de l'absoluité à elle-même. Toutefois, les religieux, en tant que SBC inscrites dans une taxinomie particulièrement marquée par un profil où prévaut une coalition d'éléments dont la perfidie stratégiste d'origine profilaire féminine et la soumission au père qui soit réel ou fictif, et qui honore la stratégie d'intermédiarisation obsessionnelle mais lucrative entre le divin tel que pôle fictif inventé aussi au sein des processus dio-artificiels et la masse SBC dans son inaptitude biomentale flagrante à assumer la notion d'être hors pro-animalité. Donc d'être au monde et à soi par soi pur. Ces religieux ne l'entendent pas de cette oreille, loin de là. Remarquez que cette intermédiarité opère entre l'absoluité, caractérisée par le statut imaginaire d'un Dieu imaginaire, et la fragilité du sujet réellement fragile et terrorisé par la fatalité du Védique. L'intermédiarisation paradivine est une technique fondamentale dans le gigantesque système de tricherie mystagogique. Car elle fait croire au consommateur d'illusions qu'il possède le pouvoir de communiquer avec Dieu par le truchement d'un élu, une espèce d'hypostase autorisée par jokerisation technique. Par jokerisation technique.
Ainsi, les religieux tiennent au détriment des lois naturelles connues pour être des lois auto-lois, donc des lois nées corrélativement d'elles-mêmes et des situations évolutionnaires, mais fondamentalement structurelles de l'univers évoluant, donc étant par l'étant en soi à contresens du non-étant par le non-étant, donc le non-étant formel et substantiel. Ces religieux tiennent à conférer à la religion un statut divin, donc un statut au mécanisme non appréhendable par la raison. Et ceci a l'effet d'entraver la compréhension au gré de techniques quasi invariables de déraisonnisation ou de lutte contre les fonctions initiales de la raison, appelées à être les exclusives techniques de raisonnisation. La brigue vise de la sorte à impressionner et enfin à terroriser la masse SBC, dont le rapport à l'analyse intégrale censé désentraver la méthode analytique des intercessions instinctivistes, donc exclusivement gérée par l'instinct et déjà dynamitée par la SBCité. Donc, par l'engagement préconstructeur. Sachant que la raison, en tant que produit mixte d'elle-même, de l'appareil sauvegardiste, du processus évolutionnaire et du vidique mixte, donc du vide mixte, limite trop la satisfaction et la curiosité du sujet en raison de sa rigueur limitative. C'est le cas de le dire. Dès lors, les marchands des produits religieux, en tant que sujets qui ne peuvent qu'être régis par le complexe ambiencio-assiviste optimal, donc le complexe de la création d'ambiances propices et de modes de satisfaction alimentaire et autres, et non par celui fusionnaliste intradivin, donc où il y a fusion entre le divin et l'homme, comme ils le prétendent, ces religieux proposent au sujet excédé par cette limitativité qui tend à nettoyer l'univers représentatif de fantasmes, leur propose l'inverse de ce que propose la raison, si discriminatoire et restrictive en matière de délire cathartique. D'où le constat qu'une catharsisation ou déclenchement de la catharsis n'est pas forcément un produit de la raisonnisation, donc de la mise en œuvre du travail de la raison. Dès lors, ces religieux le font en brisant les limites qu'impose la raison pour laisser prévaloir un univers craquant de mythes, de fantasmes réalisés selon les aspirations les plus explosives ou le désir fondamental du sujet, forcément drivé par la pulsion éternisante, trouve un univers bourré, à craquer, d'éléments à la hauteur de ses aspirations instinctivistes. J'évoque des aspirations où les notions de rationalité et de loi naturelle sont abolies, conformément à un processus d'auto-abrutissement dominant et relaxant. Sinon, la religion n'aurait jamais
eu d'emprise sur un cerveau non drogué. Donc, aux mécanismes analytiques normaux non supprimés. Dès lors, le public des religieux s'avère incomparablement plus étoffé et plus enthousiaste, jusqu'au délire pseudo-extatique, que celui des raisonnistes, donc partisans de la prééminence scientifique de la raison. C'est normal. Ce qui explique d'ailleurs le facteur élitiste des facultés dont la disparité logique des quotients intellectuels. Sachant que sans cette disparité, on ne saurait parler ni d'intelligence, ni de qualité intellectuelle, et moins encore de génie. Et ceci déjà du simple fait de la dictature du facteur évolutionnant dualisant. À vrai dire, la notion de marchand de rêve et de concept paradisian, donc pourvoyeur en ambiance paradisiaque absolue, est à généraliser sur le mode de vie SBC en vécu pyramidal, et ceci selon un style comportemental où prévalent forcément les propriétés mixtes et topiques de l'interférence déconflictuelle du parallèle avec l'apparentiel. À la vérité, les religieux en posture de carence fondamentale de donnes scientifisantes soumettent des Eldorados explosivement mystiques et mythiques au gré d'un charlatanisme semi-déclaré de par le discours et le comportement réanalysé, semi-occulté de par le discours direct. Je parle d'Eldorado situé dans une dimension chimérique, chimérisante, de par l'accentuation doctrinalisante, mais bourré de promesses fantasmatiques, alors que ces religieux ne se conforment en rien aux directives dites divines qu'ils débitent selon une rhétorique pathologisante forceuse. Dès lors, il ne semble paradoxalement pas croire en ces Eldorados, suivant cette étape psychologique où l'auto-mensonge se fait accepter sans susciter de contraintes après avoir été validé comme rudiment cathartique de catharsis. En revanche, les marchands de rêve de société parfaite, d'Eldorado terrestre, d'état de droit, de terre de justice impartiale, de terre d'asile, de monde libre, l'ONU transcendantale, etc., sont intégrés dans ce processus de mythification. Je signifie ensemble les fournisseurs de stocks intarissables, mais virtuels de droits de l'homme, par exemple. Finalement, ces marchands esthétiquement nourris par les forces de l'opportunisme organisé et consort proposent des modèles applicables et quiconque dont ils sont, dans la pratique, les pires dévastateurs participatifistes, comme mes affaires le démontrent, en révélant synchroniquement
un profil insupputablement surbestialisant, donc antithétique du déclaré. Je remémore en somme ces pseudo-capitales des droits de l'homme, de la légalité, voire de l'essence positive absolue dans le discours, mais agissant d'après le procédé de surcompensation recadrale. Elle s'avère dès lors des plus négativisantes et des plus assassines de ces substances positivantes médiatiquement proclamées, en rappelant quel nom du média et de la presse que les négociants pro-publicitaires. Il s'agit d'entités révélées à l'analyse associée à l'expérience comme phénomènes hyper malhonnêtes et tricheurs, donc assumant à bloc la spécificité associée aux acquis socialisants négatifs et qui semblent avoir tout fondé sur la conspiration et l'escroquerie fondamentale, comme mes sur horribles affaires le mettent en évidence. Finalement, à propos de religionisation, auto-religionisation, je souligne une option régie par un certain nombre de facteurs, dont les faits, prophétisant de la sensation antithique dynamique, le vécu fantasmatique illimité des postures et des situations du désir, l'exorcisme explosif de la peur, de la mort, du vide et de l'inconnu, qui émane en général de l'ignorance réelle, feinte ou carrément refoulée des lois naturelles et psychologiques telles que statuées par elles-mêmes et validées par la raison en tant que raison d'être de la raison transcendantale elle-même. Sachant que la raison est connue pour opérer d'après un système totalisant, donc qui se saisit de la totalité des données pour les soumettre à des techniques analytiques hyper paramétrées et reconnues par la raison historique pour leur fiabilité. La fiabilité étant ce que l'instance évolutionnaire a validé comme la résultante d'un ou de plusieurs paramètres vérifiés et admis. À noter que la raison historique n'est historique que parce qu'elle est la raison et n'est raison que parce qu'elle est historique. D'où souligner un fait mixte de raisonnisation historiante et d'historisation raisonnante. D'où l'on relève finalement un processus osmotique entre le temps et l'action psychique rationnelle. J'évoque un phénomène qui nous ferait conclure que même si le temps existe depuis toujours, et existerait toujours, il possède deux sens complémentaires. Le sens qu'il embarque en tant que temps, donc par lui-même, et le sens qu'il a acquis par rapport à la pensée humaine, qui s'articule à son occasion en tant que pensée. À tout prendre, le long de toute cette conférence, qui est une réponse à une question, je m'attacherai à vous apporter la preuve scientifique
scientifique étant celui qui n'a raison d'être sont ceux qui le détractent le plus. Je m'attacherai à vous fournir la preuve que l'islam, à l'instar de toute religion, comme aussi réimplant biomental continu, est un simple fantasme reformaté qui va à l'encontre des aspirations de l'être initial à l'être modèle. Donc, contre l'essentialisation, auto-essentialisation, en partie par la structure développementale mixte. De la sorte, cet islam sustente le projet du non-être comme rattache de l'inscription fondamentale dans le projet absolutisant de l'essence. Je surligne un projet semi-rationnel, semi-fantastique, qui a permis aux espèces de se positionner sur une rectilinéité développementale. D'où la prévalence stratégiste de la politique normalisante, anormalisante, donc œuvrant sous l'égide du concept conceptualisant et dual normal pathologique. Par suite, cet islam repathologise les rapports du cerveau à trois pôles, à lui-même, à l'environnement extérieur et au modèle préposé et continuellement posé à l'effet d'y absolutiser les performances. Dès lors, il s'affirme comme un recours d'un système resystémisant continu des faits de sa vulnérabilité psycho-organisationnelle, mais également du fait de la non-complétude du prototype biologique initial. Aussi, il se pose, et forcément comme le recours d'une bourgeoisie participativiste en crise de support d'outils psychorigidistes et compétitivement perforateurs, et qui revendique un modèle absolu de présence suragressiviste, à l'autre par des altérisations débridées et au monde dans ces trois phases historiques et développementales qu'elle semble palper dans le profil SBC compétitif. J'évoque un profil nettement plus orienté vers l'exploitation du génétique que vers la notion de moralisation insufflée par la socialisation et ses approches aussi prudentielles que faussement identificatoires. Sachant que paradoxalement, le processus identificatoire se trouve plus sincère, plus direct et dénué de stratégisme propre à la notion d'embuscade permanente, au sein de certains troubles psychologiques, et jamais chez la SBC standard. Et ceci du fait qu'un cerveau qui souffre d'une pathologie donnée et qui en est conscient n'est pas trop doué en matière de stratégisation et se trouve obsessionnellement assoiffé de supports rééquilibrants proposés par les tiers, qu'ils soient biologiques, conceptuels ou mythiques. D'où ces dispositions enclinent à la transaction à valeurs inégales. Sachant que la bourgeoisie est loin d'être une classe sociale, économique et idéologique qui se distinguerait comme
le soutien au marxisme par son insertion au sein d'une taxinomie tempéramentale et profilaire, il s'agit à la vérité d'une classe biomentale, donc d'une unique classe dotée de propriétés propres à l'uniclassité. On est donc en présence d'une classe profilaire essentiellement régie par la biomentalité que par l'héritage moralo-socialisant. La preuve est que la SBC la plus démunie se réclame profilairement de la bourgeoisité la plus extrême. Et ceci selon une spontanéité hyper-génétisée que je baptise l'élan impacticiel moteur irréductible, qui est à la fois son propre moteur et celui du projet tête pyramidale, et une tempéramentalisation plus violente que celle, elle se distingue donc par cette tempéramentalisation plus violente que celle de la bourgeoisie elle-même. Je signifie une bourgeoisie dont le potentiel agressiviste se trouve constamment affaibli par les saturations assouvistes, réputées pour saboter le développement biomental par la démotivation. D'où, d'ailleurs, s'explique l'apathie et l'immobilisme frisant le pacifisme des animaux les plus féroces après avoir mangé à leur faim. D'où cette bourgeoisie subdélègue constamment les tâches garantissant sa survie et sa pérennité à des prothèses externes qu'elle veut de plus en plus agressifs, donc inscrits au sein de paramétrages SBC type, mais constamment renforcés et par les efforts personnels, par la reformation idéologique ou technologique et par l'acquisition de prothèses externes. A enregistré que la bourgeoisie occidentale, consciente de la paupérisation de ses stocks mythisants psycho-reconfigurateurs remobilisants, à même de réguler ses rapports au vide mixte, mais surtout consciente de son potentiel biomental surmotivé, semble opter pour l'islam à l'effet de renflouer ses carences prothétiques. Voire remplacer les prothèses idéologico-mythologiques avérées, inadaptées à des situations de plus en plus conflictuelles et susceptibles de déborder sa proto-organisation, mais émanant majoritairement de la subpyramide, qui n'est d'ailleurs en rien que l'ennemi, en rien l'ennemi génétique de cette bourgeoisie, mais son élément complémentariste le plus assidûment co-constructiviste. D'où relever cette légère disparité régie par la quête de la totalité absolue d'une donne ambientio-assouviste au sein de l'union-organisme qui fait qu'une partie d'un union-organisme est à même d'entrer en conflit avec une autre. Sachant que plus la basse pyramide est ambientio-assouvie, plus sa suragressivité se méthodise. Et elle revendique non seulement un plus formalisé et délimité, donc partiel, mais la totalité ambientio-assouviste.
et ceci au gré du principe de l'élan monopositionniste post-test réussi. Le principe de l'élan monopositionniste post-test réussi. À suivre.